Alors, moi je tenais à remercier avant tout mon collègue, ami, vice-recteur à ma droite, de permettre qu'on puisse faire de la philosophie en images. Et je pense que c'est une occasion extraordinaire qui nous offre, et pour ma part, il me l'offre pour la deuxième fois. Et là, j'ai mon film culte, donc j'ai vraiment de la chance. Donc Camille, merci. Alors, je vais vous proposer plutôt mon interprétation ou des pistes d'interprétation, et puis ce qui m'intéresse, ça résonne pas trop le micro pour vous. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos réactions à vous, si tout le monde n'a pas trop faim ou pas trop soif après avoir vu tout ça, ou trop froid. Alors, ce film est la version très fidèle de la nouvelle de Karen Blixen, que Hannah Arendt cite en exergue de la condition de l'homme moderne. Vous avez de l'esprit, la condition de l'homme moderne. Donc cette nouvelle s'appelle Le Dîner ou Le Dîner de Babette. C'est assez fidèle, voire très fidèle, pour parfois le film reprend en les abrégeant certains dialogues de la nouvelle, donc je me permettrai de vous les restituer. Alors on est frappé, outre sur la beauté de la photographie, de la lumière, on est frappé, même si on l'a vu de nombreuses fois, enfin bon, on en parle de nombreuses fois, par la construction parfaite de ce film qui fonctionne en scènes qui se répondent et s'opposent, qui se répondent en s'opposant. On pourrait dérouler tout le film, hein, les premières scènes, la scène du début où on les voit pour la première fois, cette communauté, on voit cette communauté pour la première fois chanter, évidemment c'est l'antonyme de ce qui se passera dans le banquet, c'est l'exa-antonyme du banquet. Les scènes de querelle sont l'exa-antonyme de la ronde finale. Il y en a plein d'autres que je ne vais pas dérouler, hein. C'est un enchaînement de matrioshka, en fait, de scènes qui se construisent en opposition. Ce qui peut-être frappe un petit peu moins ou peut-être plus, mais c'est que ne cesse de se tisser ensemble des aliments et des pièces, de l'argent et de la nourriture. La nourriture, on le voit, première scène, les poissons, dernière scène, du vin, sans doute le cognac. Mais c'est tissé en permanence avec de l'argent. Ce qu'on voit faire à Martine et Philippa, très souvent, outre tricoter, mais vous l'avez remarqué, c'est compter. Compter l'argent. Ça me paraît important, j'y reviendrai. La deuxième chose qui me semble être un des fils rouges d'image dans le film, ce sont ces bouches permanentes qui chantent, plus qu'elles ne parlent d'ailleurs. Et quand elles parlent comme elles chantent, ou quand elles chantent comme elles parlent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui est très frappant, alors ça va peut-être vous heurter, mais je pense que le film, en tout cas le roman, la nouvelle de Karen Blixen insiste sur ce point, c'est que les chants, les hymnes, les anciennes dans l'Église, comme les paroles qui sont dites, qui répètent souvent des paroles qui ne sont pas les leurs, mais qui sont celles de la Bible ou celles du pasteur, sont mécaniques. Tout ça correspond à des natures mortes de poissons séchant sur les rames du village. On est frappé de voir sans cesse ces bouches, encore une fois, qui ne font que répéter, ou ânonner, ou redire sans vie des paroles pourtant fortes, hein, des paraboles de l'Évangile, ou des versets de l'Évangile, des hymnes, et qui ne chantent sans chanter, et qui ne parlent sans parler. C'est-à-dire qui chantent sans qu'il y ait de mélodie, et qui parlent sans qu'il y ait de signification. Ce qu'il y a de plus approchant de ces chants qui ne disent rien, ou de ces paroles qui ne transmettent rien, sont les ortolans ou les cailles qui piaillent au moment où Babette les fait venir, et encore les animaux même morts ont un côté plus vivant d'une certaine façon parce qu'ils donnent la vie. Ceux qui reçoivent ce qu'ils ont donné, pour reprendre un des mots d'un personnage, ce sont en fait les animaux qu'on tue dans ce film. C'est quand même très frappant, ces animaux morts font un sacrifice humain, pour le dire autrement.
le deuxième point qui me semble frappant par rapport à ces chants qui ne chantent pas et ces paroles qui ne disent rien, c'est que vous avez peut-être marqué que dans les scènes de la communauté, ils ne s'adressent jamais. Rien n'est dit en réalité. Et ils n'échangent pas, si on emploie un terme plus contemporain, plus galvaudé. Ils ne se disent rien les uns aux autres avant, évidemment, l'une des scènes finales où commence à s'opérer le miracle, mais il a commencé quand Babette est arrivée, bien sûr. C'est qu'ils finissent non seulement par se parler, mais par avouer. La parole est exaucée, elle est hissée à un niveau qu'elle n'a jamais eu dans leur vie et dans le film. C'est que la parole devient, à mon avis, ce qui est un maximum de la parole, et je n'ai jamais vu aucun film qui le dise aussi bien, et j'irai jusqu'à dire que même quand les philosophes essaient de le dire, ils vont jamais jusqu'à cette intensité du film. C'est que, quelle est la destination de la parole? Qu'est-ce que le logos, en réalité? C'est un aveu. C'est Christopher qui avoue, c'est Solveig qui avoue à Anna, c'est le couple qui ne s'avoue même rien mais qui s'embrasse. Donc je pense que ce que nous montre Babette, le festin de Babette et Karen Blixen, c'est qu'il est une destination et une vocation, une ambition de la parole, qui n'est ni de chanter des hymnes, ni de répéter des versets, ni de faire la morale, bien sûr, mais c'est d'avouer. Voilà, l'aveu comme modalité la plus haute de la parole. L'autre chose qui me semble importante, et puis après j'en viendrai à l'hypothèse que je vous soumets, quelle est mon interprétation de ce film, c'est que il n'y a pas ce qu'on pourrait imaginer y avoir, à savoir des oppositions très franches, la chair, l'esprit, l'appétit physique, l'appétit spirituel, les hommes, les femmes, l'amour, le renoncement, l'ambition, la vanité, la tentation, l'ascèse, le paradis, l'enfer, même si le rêve évidemment de Martine, rêve d'enfer, avec la mort qui vient faucher, les monstres, dans une esthétique très proche de Goya. C'est évidemment pas ça, elle se trompe. Tous se trompent, jusqu'à la toute fin en réalité. Il y a une révélation à la toute fin, mais tous se trompent. Je ne pense pas qu'il y ait évidemment opposition aussi chair, esprit, corps, âme. Je ne pense pas du tout que ce soit ça, ce film. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que les oppositions franches, ne serait-ce que parce que ou plaisir et ascèse, j'ajoute cette opposition bien sûr, ne serait-ce que parce que Babette ne représente pas le plaisir et la communauté l'ascèse. Babette est dans l'ascèse, elle boit un verre de Clos Vougeot, mais à peine, elle est en coulisses, elle n'est pas du tout sur la scène, elle ne mange pas. Babette ne mange absolument rien. Quand elle le fait, c'est en réalité parce qu'elle goûte, donc celle qui ne dit rien du repas, et qui l'éprouve à peine, c'est Babette. Donc Babette en réalité est beaucoup plus dans l'ascèse que la communauté. Et puis Babette, tout comme ces calvinistes de la côte du Jutland, est en exil. Babette ne représente pas une sorte de plaisir qui s'ouvrirait les portes de ce monde ici-bas et qui goûterait à tous les plaisirs de la vie et de la chair. Pas du tout, Babette est en exil, elle va le rester. Donc d'une certaine façon, elle voit tout autant le monde comme le monde au sens biblique, hein, elle voit tout autant le monde comme une terre d'exil que ces calvinistes orthodoxes. Donc je pense que ces oppositions qu'on aurait tendance à plaquer sur Babette ne fonctionnent pas. C'est bien autre chose. Et il me semble, et là j'en viens si vous voulez bien à l'interprétation qui est la mienne, et donc en cela qui est parfaitement arbitraire et qui ne pourra qu'appeler vos propres interprétations. Je pense qu'une autre opposition qu'on aurait tendance à faire, et la leçon qu'on voudrait tirer de Babette, c'est celle c'est de voir dans le festin de Babette un film sur la foi, où s'opposerait, par exemple, la foi et le monde. Le monde, alors, et tout ce qu'il comprend, hein, ce que le général Lorenz appelle la vanité, ou même l'amour et ses chants. Hein, donc la foi qui s'opposerait à... Vous pouvez y donner d'autres termes, hein, moi j'ai dit vanité, mais on pourrait dire péché,
d'une certaine façon, peu importe, parce que pour moi, ce film n'est absolument pas un film sur la foi, c'est un film sur la morale. Alors, pourtant, on a l'impression de voir dans ce film une allégorie. Alors, il y a une forme très importante qui est aussi très présente chez Karen Blixen de conte. Vous voyez, et je trouve que c'est la grandeur de ce film, c'est qu'avec les contraintes immenses du conte, le conte, ce qui frappe, c'est que les personnages n'ont pas de psychologie, ils sont des allégories finalement. Et que le réel n'est pas réel, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de récit dans un conte, il y a l'irruption du démon ou de la fée, c'est Babette. Donc cette structure conte, où il n'y a ni psychologie ni narratif, parvient quand même à un film qui nous touche et qui nous bouleverse. Alors ça me semble important, ça me semble un tour de force du film et de la nouvelle aussi. Alors, on serait tenté pourtant de voir dans ce conte, cette allégorie, une critique du puritanisme, ou une mise en scène du puritanisme. Oui, bien sûr, et non, bien sûr. Oui, parce que effectivement, ce que montre le film, c'est comment le puritanisme, c'est-à-dire une façon de vivre la Bible et ses commandements, pour le dire sans départager entre catholiques et calvinistes, une façon de vivre la Bible et ses commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu, et donc sa foi, comment ce dévoiement de cette définition en puritanisme corsette les corps et les âmes, emmure les individus, pétrifie les esprits, donne des chants qui ne chantent pas, des paroles qui ne disent rien et des personnes qui ne s'adressent pas les uns aux autres et qui finissent dans la colère. Et comment finalement cela empêche ce que pourtant le puritanisme appelle de ses voeux l'empire de la charité, le règne de la charité où grâce et vérité, et paix et justice vont ensemble et s'embrassent. Comment en fait c'est le contraire qui advient. Le puritanisme est donc dans le film, bien sûr, il y a ça, présenté comme le contraire de l'amour, de la charité, et le contraire du bien, donc de la morale, tout en étant la pétrification de la foi en un moralisme. Le puritanisme aboutit pourtant à son contraire, à une forme de haine, d'envie, d'adultère. On a en fait tous les péchés. Et c'est effectivement une des choses que semble nous donner à voir Babette, le festin de Babette. Mais je pense que c'est ce dernier point qui est le plus à souligner, c'est-à-dire le puritanisme, une façon de vivre sa foi qui est le contraire de la morale. Et que finalement, la morale n'est pas là où on croit. Et ce qui me paraît paradoxal et assez fort dans le film, c'est que même si on emploie les termes de grâce, de grâce infinie, même si on voit une révélation, même si on parle d'amour, en fait on ne parle que de morale. Et s'il y a une grâce dans ce film, c'est la grâce du bien, me semble-t-il. Donc je pense qu'il ne faut pas s'échapper trop hâtivement dans une interprétation théologisante ou spiritualisante. Je crois qu'en fait c'est un film sur la grâce du bien, sur la morale. Et j'emploie morale parce que je ne veux pas faire de distinction entre morale et éthique. C'est la même chose. Même si la morale contient ce risque du moralisme, c'est-à-dire du puritanisme, et ce risque, non pas de l'ascèse, mais du donneur de leçons de morale, ce qui est exactement la figure du pasteur, qui en réalité est le premier à introduire le ver dans le fruit. Quand il envoie le courrier, quand il fait donner le courrier à Achille Papin, c'est lui le ver dans le fruit, le pasteur. Parce qu'il attend de voir la réaction et il sourit. Le mal, il est là. Dans le grand donneur de leçons, dans le puritanisme, c'est-à-dire la transformation de la morale en moralisme, ou de la charité en rituel, c'est-à-dire chants qui ne chantent pas et paroles qui ne disent rien. Ce que montre le festin de Babette, qui donc pour moi est un film sur la morale, de ce que doit être la morale et ce qu'elle ne doit surtout pas être. Elle doit être une ivresse en quelque sorte, une grâce, la grâce comme ivresse. Et elle ne doit pas être un puritanisme, ni même, alors je dis ça pour provoquer, pour aller jusqu'au bout de ce que j'essaie d'avancer, ni même s'enfuir trop vite au ciel, c'est-à-dire devenir trop vite une théologie ou une foi. C'est quand même ici-bas qu'on a le ciel étoilé au-dessus de sa tête et la loi morale en son cœur. La danse, la ronde de la fin est ancienne. C'est ici-bas, dans cette vie d'exil, où Laurence dira la vie est cruelle et dure. Oui,
C'est dans cette vie d'exil que l'on rencontre quelque chose comme l'épiphanie de la bonté, la force de la gentillesse. Je ne fais pas de différence entre bonté et gentillesse, c'est la grâce du bien. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas aller regarder trop vite les étoiles. Et Martine le dit à la toute fin, les étoiles se sont comme rapprochées. C'est ici-bas. Nous avons tourné le dos au monde pour aller chercher la foi ailleurs, dans le ciel si loin là-haut, et pourtant les étoiles se sont rapprochées, c'est ici-bas que ça se passe. Donc pour moi, le Festin de Babette est donc un film sur la morale. C'est un film sur ce qu'est la morale. Et la morale n'est pas un poids, c'est une grâce. Et c'est ça, je pense, la leçon de Babette, c'est une grâce, une ivresse, qui peut aussi bien se dire dans le vin ou l'écaille. Alors moi je suis végétarienne, donc ça me parle un peu moins, mais dans le clos Vougeot. T'es végétarien aussi? Non, mais je te poserai la question justement. Ah ouais. Mais tu viens pas, toi? Absolument. Ah oui, c'est ça. Pourquoi tu aimes ce film? Ah oui, c'est ça. Et donc, peu importe comment on va dire la grâce, elle est dans les chandelles devant ce pays désertique et aride, mais elle est aussi dans le clos Vougeot, elle est aussi dans la Solveig et Anna qui se touchent le front, Christopher qui touche la main ou qui dit Alléluia, mais ça a un sens, il dit plus Alléluia. Une fois qu'il est touché par la grâce du bien. Il dit « Bruder », frère. Et ça a du sens, c'est la première parole de sens. Les paroles qui disent quelque chose, ça vient à la toute fin, que ce soit grâce à l'amontillado ou au vin, peu importe. En réalité, ce que Babette nous montre, c'est que il n'y a que dans une certaine théologie et une certaine foi que l'on oppose le physique et le spirituel, le ciel et la terre, le spirituel et le charnel. En morale, ce qu'on rencontre, c'est l'entremêlement gracieux, enivrant des deux, où il n'y a plus de distinction, où il n'y a plus de distinction à faire. Ce film est donc un film sur la grâce en morale, parce que la grâce au sens à la fois d'amnistie et de légèreté, hein, les deux à la fois, c'est ça qui est intéressant, parce que tous ces personnages sont amnistiés et tous deviennent légers. Et les étoiles se rapprochent parce qu'eux sont en train de voler en fait dans cette ronde. Et ce qui me semble très important, c'est que c'est très difficile de dire ce que c'est que la grâce, de dire ce que c'est que la bonté. C'est quoi la bonté? C'est quoi la gentillesse? Moi, je fais un clin d'œil à ta présentation qui m'a touchée. C'est quoi être quelqu'un de bien? Là, c'est Babette, c'est évident. Mais être quelqu'un de bien, c'est cette ivresse du bien, de la gentillesse et de la bonté, et qui est contagieuse. Ce qu'on voit, c'est la contagion. C'est pas seulement la contagion du vin, on est d'accord, mais peu importe. Ça se dit dans le vin, encore une fois, et dans les gestes, et dans les esprits, c'est tout pareil. Qu'est-ce que c'est que la morale? Qu'est-ce que c'est que faire le bien? Qu'est-ce que c'est qu'être gentil? Qu'est-ce que c'est que la bonté? C'est tout d'un coup, alors c'est un film à la fois kantien et pas du tout kantien, et je pense qu'il réussit ce film, ce qu'on a beaucoup de mal à faire en philosophie, en tout cas moi j'essaie de le faire, c'est de réunir Kant et son contraire, c'est-à-dire Kant et une sensibilité morale. Et ce film le fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une exigence très très forte. Babette, elle perd tout dans ce dîner. Elle perd absolument tout. Elle donne absolument tout. Donc il y a un radicalisme moral de la gentillesse chez Babette qui fait presque froid dans le dos. Hein. Elle perd tout, elle donne tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Et elle n'est pas dans cette zone grise, vous savez, qui est souvent ce discours un peu commode où on dit oui, mais c'est difficile de dire où elle bien, où elle mal. Non, elle n'a pas hésité une seconde, elle a tout perdu, elle a tout donné, c'est 10 000 francs. Donc il y a un radicalisme, un absolutisme de la morale dans ce film qui ne peut pas se dire sans une sensibilité de la morale. Et c'est très très bien filmé, alors peut-être que Romain Clicquot sait mieux le dire que moi, mais à chaque fois que je vois ce film, je me dis, il arrive, le réalisateur, à décrire ce que c'est que cette douceur ou cette sensibilité qu'on peut appeler gentillesse, qui n'est pas une faiblesse, qui est une force. On ne dirait pas que Babette est une femme faible, je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que de toute façon on n'aurait pas choisi Stéphane Audran. Il y a une force de la gentillesse, quand Babette marche, vous avez remarqué, il y a une force en mouvement. Il arrive à filmer cette force, ce radicalisme, cette radicalité, cet absolutisme du bien, qui n'hésite pas, qui sait ce qu'il faut faire, qui n'est pas contaminé par le mal ou l'hésitation, ou la velléité, c'est une volonté en marche, Babette, et qui en même temps s'accompagne et procure, et implique même d'une certaine façon, comme le desserrement d'un étau. On a l'impression que la glace dégèle. Vous avez vu leur visage quand ils sont touchés par la bonté, par la grâce de la bonté? Ce qui veut dire que la loi morale en moi et le ciel étoilé au-dessus de moi ne peut pas ne pas aller avec ce que Kant a pourtant refusé, une sensibilité morale. Alors une sensibilité d'un type particulier, parce
qu'encore une fois, je le vois nulle part ailleurs que dans ce film, c'est pas du sentimentalisme. Hein. Il n'y a aucun sentimentalisme, il n'y a aucun sentiment. Il y a une sobriété absolue qui, non pas forclôt le sentiment ou l'interdit ou l'évacue, mais nous hisse à un autre niveau, qui n'est pas la sensiblerie, qui est la sensibilité, qui n'est pas les sentiments, qui n'est pas l'émotion, qui n'est pas l'empathie, qui n'est pas la bienveillance, ces mots pourtant qu'on entend partout, qui est autre chose, qui est une sorte d'austérité du bien et de la gentillesse, une force aussi, mais qui est, ce que je ne peux pas dire autrement que par une métaphore, qui est comme un étau qui se relâche. Oui, un dégel, nos cœurs englacés se dégèlent et il se passe quelque chose comme le règne du bien. La révélation, elle est celle-là. Hein. Pour moi, c'est pas un film théologique ou spirituel, c'est un film sur la morale. Donc il y a une épiphanie du bien et de la bonté. Et ce film le dit parfaitement, et encore une fois, il le dit autrement que dans les oppositions qu'on a envie de plaquer sur ce film. Plaisir, péché, etc. C'est pas ça du tout. C'est ce miracle, le mot est employé, hein, c'est ce miracle qui est non pas cette histoire ridicule du pasteur qui aurait pris un bateau, c'est ridicule. C'est ridicule parce que ça ne dit rien, hein, ce sont des paroles pétrifiées. Le miracle, il naît quand toutes les rancœurs et le ressentiment, l'envie, non pas n'existent plus ou sont effacés, c'est pas vrai, existent, mais le règne du bien me permet d'exister à un autre niveau. C'est-à-dire tout ce qui me détermine, qui fait ma biographie, qui fait mon caractère, mon mauvais caractère, ma psychologie, tout ça existe, hein, mais comme suspendu. Et il m'est permis de devenir quelqu'un d'autre à travers la bonté. Celui qui va dire « je te pardonne, je sais que tu m'as escroqué », bon, moi je t'ai escroqué encore plus. Remarquez l'importance de ce qui est dit, c'est-à-dire que quelqu'un de bien ou la morale ne demande pas des saints ou des gens purs. L'erreur du tout début, c'est quand Lorenz vient et dit « je voudrais vivre une vie plus pure ». Mais non, c'est pas la pureté qui est la porte d'entrée dans la morale. Vous pouvez être le type, le sale type, qui a escroqué son voisin et celui qui l'a encore plus escroqué, celle qui a trompé sa copine, etc. Mais il arrive un moment, si vous avez cette disposition sensible, cette espèce de sensibilité au bien, à ce que le bien exige de vous, il arrive un moment où vous avez comme la chance d'être sauvé. Mais pas sauvé par un messie ou un pasteur, ou une foi, ou des écritures, ou des œuvres, parce qu'ils ne font rien, vous avez remarqué, il y a une suspension et des œuvres et de la foi. C'est ni catholique ni protestant. Tout ça est suspendu. La seule chose qui est, c'est la bonté de Babette qui devient contagieuse et qui devient celle de tous. Donc en fait, ce qui sauve, c'est la possibilité qui m'est donnée, tout en étant parfaitement innocent, parce que je suspends celui que j'ai été et je suis capable de cet aveu et de cet acte bon, d'être parfaitement innocent, mais parfaitement coupable. Parce que s'il n'y avait pas eu ces gestes-là, on aurait dit, bah vraiment, ils sont coupables. Ils se sont vraiment endurcis. Et ils ne sont pas capables d'être touchés par cette bonté de Babette. La bonté aussi au sens, j'emploie bonté à dessein, hein. Le goût aussi. Peut-être je termine, pour qu'on ait du temps plutôt pour discuter, parce que ça m'intéresse de t'entendre et de vous entendre. Sur la fin, évidemment, c'est un conte, donc c'est une parabole. Ça veut dire que la vérité est donnée à la toute fin. Ce que Babette dit, alors évidemment, c'est aussi les paroles de Karen Blixen, hein. Elle le dit en disant l'artiste. Mais c'est pour moi encore un des critères, une des définitions de la morale. Elle dit la possibilité de se surpasser. Je voudrais juste, si vous permettez, vous donner des phrases de la nouvelle, parce que quand même c'est difficile de penser en images, et je trouve que c'est pour ça que j'en remercie Camille de nous aider à le faire. Mais voilà, j'ai recours aux mots, parce qu'en philosophie, spontanément, on pense à des mots. Quand je vous disais que cette bonté de Babette, c'est absolument pas une faiblesse, et je ne connais aucun film, même aucun écrit qui dise à quel point la gentillesse est une puissance, et certainement pas la capacité d'être tout autre chose que gentil. Quand Karen Blixen décrit Babette, qui décide d'offrir ce repas, elle dit ce qu'elle a décidé à la soudaineté et la violence d'une vague qui se dresse formidable et menaçante. C'est ce qui décrit la bonté. Je pense que c'est intéressant de le faire avec ces mots-là.
Et il est dit qu'à ce moment-là, l'ordinaire est transformé en noces de Cana. Donc le contresens, il est fait par les théologiens, quand il dit c'est pas des noces de Cana. Mais si, tu es en train d'assister aux noces de Cana. Et ce que dit Karen Blixen, c'est alors qu'avec la bonté de Babette, les langues se délièrent, on parla de miracles, d'espoir, dans une exaltation des esprits, je vous cite encore, les convives avaient l'impression qu'on les emportait au-delà de la terre, dans une sphère plus éthérée. C'est la scène finale, mais ils sont bien sur terre. Ce sont les étoiles qui se sont rapprochées, et je cite encore Karen Blixen, ils se sentaient devenir de plus en plus légers, légers matériellement et légers de cœur. C'est ce que j'ai appelé la grâce du bien, qui est à la fois une légèreté qui nous est donnée, donc un poids qui est ôté, un étau qui est desserré, et une amnistie. C'est vraiment être délesté de soi. En fait, il y a un désencombrement de soi qui permet d'exister à un niveau autre que celui et de mon caractère et de mon histoire, et même de mon obéissance aux convenances ou à la morale. La vraie morale se moque de la morale. C'est précisément ce qui est mis en scène, et Karen Blixen elle-même le dit, c'est une innocence retrouvée. Donc en morale, on est parfaitement innocent et parfaitement coupable, parce que responsable de la possibilité qu'on va se donner de rendre possible. Et la définition de Lorenz, qu'est-ce que le monde, alors que avec le pasteur et ses ouailles au départ, le monde est le lieu et de l'élection, parce qu'on compte son argent, qui est un signe d'élection, et du péché, Lorenz dit le monde c'est le lieu du possible. Et là, à la toute fin, et là c'est le monde qui est redonné dans la morale. La morale a lieu ici-bas dans cette vie d'exil, mais le monde m'est redonné. Ça me semble important, donc pour conclure sur ce point, c'est une expérience de liberté. En réalité, derrière la codification du repas dans ses vers, etc., c'est une expérience de liberté qui finit évidemment par cette ronde, complètement improvisée, enfin complètement libre. La toute fin, qu'est-ce que la bonté? Et là, la bonté, c'est le côté conscient du film, hein. La bonté, c'est pas faire ce qu'il faut. Non, ça c'est ce que dirait le pasteur et ce que diraient les calvinistes, certains catholiques même, parce que catholique. La bonté, c'est pas faire ce qu'il faut, c'est faire plus. Et c'est ce qui est dit à la toute fin. C'est dit à travers ce que je pense être une métaphore de l'artiste. C'est à la fois présent, parce qu'il y a un récit d'artistes qui renoncent à leur art, donc qui renoncent à la grâce, en fait. Mais je pense que c'est aussi une métaphore. La bonté ou la morale, ce n'est pas répondre à des exigences, à des lois, à des impératifs et même à un décalogue, mais elle consiste d'abord à se surprendre soi-même, et cela n'est possible que si on s'est délesté de soi-même. Donc on s'est hissé à la fois à un autre niveau de parole qu'est l'aveu, et à un autre niveau de parole, à un autre niveau d'existence qu'est être comme être moral. Et comme l'artiste, effectivement, c'est ce que dit Babette, qui ne veut pas, je la cite, mais c'est vraiment repris hein, dans le film, être applaudi pour ne créer et n'exécuter que des œuvres de second ordre, mais qui, dans un seul cri qui monte du cœur, réclame, c'est la toute fin, permettez-moi de me surpasser. Et donc le film parvient, encore une fois, hein, c'est ce qui m'éblouit dans ce film, à conjoindre ce qu'on n'arrive pas à conjoindre, nous, en philosophie, cette radicalité, cette vague et cette violence menaçante de la bonté ou de la gentillesse, Babette, et cette absoluité de la morale qui est non pas de faire ce qu'il faut, mais de faire plus, et en cela de se surpasser, non pas comme une performance, non pas dans le sens d'une performance, mais dans le sens, encore une fois, d'une grâce, de faire que les étoiles, d'un coup, deviennent plus près de nous.